Et toutes ces bonnes intentions arrivaient un peu tard, car Gilman avait déjà, dans les pages de l'effroyable Necronomicon d'Abdul al-Azred, du fragmentaire livre des bonnes et de l'hérétique Unosprechlichen Kulten de Von Junz, trouvé certaines notions qui concordaient avec ses équations abstraites sur les propriétés de l'espace et les rapports entre dimensions connues et inconnues. Il savait que sa chambre se trouvait dans la vieille maison de la sorcière. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il l'avait choisie. Les archives du comté d'Essex abondaient de références au procès de Kezia Masson, et ce qu'elle avait avoué sous la contrainte de l'expéditive cour de justice avait fasciné Gilman au-delà de toute raison. Elle avait évoqué devant le juge à Thorne des lignes et des courbes capables d'ouvrir des accès menant, à travers les barrières de l'espace, à d'autres plans d'existence, et laisser entendre qu'on avait souvent recours à de telles lignes et de telles courbes lors de certaines assemblées nocturnes tenues dans la sombre vallée de la Pierre Blanche qui s'étend derrière Meadow Hill et sur l'île déserte de la rivière. Elle avait aussi parlé de l'homme noir, du serment qu'elle avait prononcé et de son nouveau nom secret, Naba. Puis, après avoir dessiné cet étrange agencement géométrique sur les murs de sa cellule, elle avait disparu. Gilman entretenait d'étranges croyances sur Kezia, et son émotion fut grande lorsqu'il apprit que sa demeure était encore debout, plus de 235 ans après. Et quand il découvrit qu'Arkham bruissait de rumeurs au sujet de la présence persistante de Kezia dans la vieille maison et les ruelles environnantes, d'irrégulières marques de morsures découvertes sur certains dormeurs du bâtiment ou de ses voisins, de cris d'enfants entendus aux alentours du 1er mai ou de la Toussaint, de la puanteur qui régnait souvent dans le grenier peu après ces dates fatidiques, ou de la petite créature poilue au croc pointu qui hantait la bâtisse délabrée et venait renifler avec curiosité les résidents aux heures noires qui précèdent l'aube. Walter Gilman résolut d'y emménager à n'importe quel prix. Il n'eut aucun mal à y décrocher une chambre. La maison avait si mauvaise réputation qu'elle décourageait les locataires et n'accueillait plus depuis longtemps que les plus désargentés. Gilman n'aurait pu dire exactement ce qu'il espérait y trouver. Il savait seulement qu'il voulait habiter l'endroit où, dans des circonstances inconnues et plus ou moins soudaines, une banale vieille femme du XVIIe siècle avait opéré une percée mathématique dont l'ampleur dépassait peut-être les plus modernes spéculations de Planck, Heisenberg, Einstein et de Sitter. Il examina la charpente et les murs de plâtre dans tous les endroits accessibles, à la recherche de motifs énigmatiques derrière le papier peint collé, et parvint en moins d'une semaine à obtenir la mansarde orientée vers l'est, celle-là même où, à en croire les rumeurs, Kezia élaborait ses sortilèges. Cette chambre était inoccupée au moment de son arrivée, car personne n'y tenait bien longtemps, de sorte que le propriétaire, un Polonais, n'osait plus guère la proposer à la location. Pourtant, il n'arriva absolument rien à Gilman avant que les fièvres s'emparent de lui. Pas une fois le spectre de Kezia ne flotta dans les couloirs sombres ou les chambres. Aucun animal à fourrure ne se glissa dans son antre lugubre pour le renifler, et il ne découvrit pas la moindre trace d'incantation au cours de ses incessantes recherches. Il s'enfonçait parfois dans d'obscurs lacis de ruelles dépavées ou relents de moisis, entre les murs délabrés d'inquiétantes maisons brunes sans âge, dont les fenêtres étroites aux petits carreaux semblaient poser sur lui un regard narquois. D'étranges faits s'étaient déroulés ici, il le savait, et la signature étouffée de ces événements affleurait à la surface des choses, du moins dans les venelles les plus sombres, les plus étroites et les plus tortueuses, comme ravivées depuis les profondeurs d'un passé monstrueux encore vivace. Par deux fois, il se rendit en canot sur l'île de sinistre renommée, au milieu de la rivière, afin de dresser un croquis des angles étranges que décrivaient ces rangées grises et moussues de pierres levées, dont les origines mystérieuses se perdaient dans la nuit des temps. La chambre de Gilman était plutôt grande, mais de forme curieusement irrégulière. Le mur nord penchait nettement vers l'intérieur de la pièce, tout comme le plafond bas s'inclinait légèrement dans la même direction. En dehors d'un trou de souris évident et des traces d'autres trous manifestement bouchés, il n'existait aucun accès
ni le moindre indice prouvant qu'il... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.